Dès 1943, pour stocker les déchets radioactifs les plus dangereux, les ingénieurs de Hanford ont fait fabriquer 170 énormes cuves de béton. Elles peuvent chacune contenir un immeuble. Ces cuves ont ensuite été enfouies dans le sol pour réduire les risques. Cette solution de stockage devait être provisoire. Malheureusement, les ingénieurs ont découvert dans les années 80 que 60 cuves de déchets fuyaient, contaminant la nappe phréatique. Aujourd'hui, il reste encore 200 millions de litres de mélasse très radioactive qu'il faut neutraliser au plus vite. Des caméras placées à l'intérieur des cuves nous les font découvrir. Vider les cuves est un énorme défi technologique. Une usine pour piéger les déchets dans du verre est actuellement en construction. En attendant, sous les cuves, la contamination radioactive progresse toujours. Même si on vit dans le désert et qu'il ne tombe que 15 cm de pluie par an, le peu d'eau qu'il y a pousse les déchets radioactifs vers la nappe phréatique. Donc, pour des centaines de milliers d'années à venir, les nappes phréatiques autour du site resteront toxiques. Il y a des produits chimiques qui viennent des réacteurs et qui coulent jusqu'au fleuve. Le chrome, par exemple, va affecter les bancs de saumon. Il pond sur le sol, le chrome remonte et contamine les œufs. C'est toxique pour les alevins. Les craintes d'Alan Bolt ne sont pas imaginaires. En 2002, un rapport officiel fait pour le département de l'énergie américain annonce qu'il y a du strontium 90, un élément radioactif, dans les poissons de la rivière Columbia. 13 poissons sur 15 pêchés autour du site sont contaminés. Leur consommation régulière multiplie la probabilité d'avoir un cancer. Nous voulons établir un bilan scientifique des pollutions de la rivière. Nous y allons avec Bruno Charéron, un ingénieur en physique nucléaire. Il travaille à la CRIRAD, un laboratoire indépendant d'information et de recherche sur la radioactivité. Nous sommes accompagnés d'un scientifique américain, Norm Bursky. Il a déjà fait des études sur les végétaux contaminés de Hanford. Ici, c'est l'endroit le plus contaminé du monde occidental. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème. Comme tu disais, Tom, ils ont modifié le rivage ici. Ils ont fait du remplissage. Il y avait de gros rochers là. Ils ont tout modifié depuis ma dernière visite. La dernière fois que Norm est venu faire des prélèvements, le département de l'énergie américain a très mal réagi. Les agents de sécurité l'ont arrêté. Aujourd'hui, les autorités semblent avoir changé de méthode. Les arbres contaminés ont été coupés et le site a été recouvert avec des galets. Donc en fait, c'est caché dessous. Parce que là, on mesure rien d'anormal. Ce qu'on mesure, c'est les galets, c'est pas le... Bruno finit par trouver un endroit où il est encore possible de prélever de la terre. Au laboratoire de la CRIRAD, l'équipe scientifique analyse la terre et l'eau de la Columbia River. Qu'est-ce que vous avez trouvé à Hanford, sur le site d'Hanford aux États-Unis? Les deux prélèvements qui ont été faits dans le secteur 300 montrent deux choses. D'abord, une contamination en tritium de l'eau de la Columbia, 13 becquerels par litre à cet endroit, alors qu'en amont, il n'y a pas de tritium, moins de 2,5 becquerels par litre. Et deuxièmement, une contamination à la fois par de l'uranium,
déséquilibré avec son radium. Il y a 4 fois plus d'uranium que de radium, et ça, c'est pas naturel. C'est donc bien de l'uranium lié au fonctionnement du site. Et puis de l'europium-152, qui est un élément artificiel. Le site de Hanford reconnaît une contamination, par exemple, par du tritium dépassant les limites de potabilité, de 121 km² de surface d'eau souterraine. En clair, ce site continue à fuir en permanence, à entraîner des éléments radioactifs dans les eaux souterraines qui progressivement migrent vers la Columbia River parce que pour certains d'entre eux, iode 129 et technétium 99, il n'y a pas de méthode de décontamination opérationnelle.